Si t'as grandi dans les années 90-2000, tu connais forcément des dessins animés qui parlent de foot. Personnellement, c'est largement ceux que j'ai le plus poncé pendant mon enfance. Allez le foot! Déjà, t'avais l'émission la plus street que tu pouvais regarder quand t'avais 8 ans, Foot de rue. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Foot de rue. Ensuite, bien sûr, t'avais l'émission où des joueurs s'entraînaient dans des simulations informatiques et jouaient au foot dans l'espace. Yes, Galactic Football. Le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. Et enfin, il y en avait une troisième, celle qui pour moi est restée la plus culte avec sa musique de générique qui bouge pas presque 40 ans plus tard. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire. Ouais, Olive et Tom, ou plutôt Captain Tsubasa, c'est sorti en 1983, soit 3 ans avant Dragon Ball, et je trouve que tout comme cet autre animé, ça a bien réussi à traverser le temps au point d'être encore assez ancré dans la culture actuelle. C'est vrai, ça reste d'actualité, à peu près tout le monde a des références sur cet univers, les épisodes réuploadés sur YouTube il y a 5 ans cumulent déjà des millions de vues, c'est tout de même le 8e manga le plus cité par les rappeurs, et surtout, on a même eu droit à un remake de l'animé original en 2018, ou encore plus récemment à Rise of New Champions, un jeu vidéo sorti en 2020 sur PS4, Switch et PC. Ok, j'aime beaucoup Olive et Tom et je vais essayer de vous transmettre cette passion, mais même si je kiffe, faut quand même reconnaître quelque chose, dans l'univers d'Olive et Tom, la logique, c'est pas toujours ce qui saute aux yeux en premier. Et justement, aujourd'hui, j'ai décortiqué les 128 épisodes de l'animé pour vous en proposer une analyse et vous montrer à quel point c'est culte. Donc, spéculation un peu spéciale, mais quand même, aujourd'hui, spéculation. Ok, déjà, Olive et Tom, au-delà d'être un manga, c'est 3 animés différents. Le premier, l'original, diffusé en 1983, puis Olive et Tom, le retour, diffusé en 2001, et enfin, le remake, tout récent, diffusé en 2018. Nous, bien sûr, aujourd'hui, on va focus sur l'original, diffusé en 1983. D'accord. Et pour l'analyse, on part sur un plan très tactique en 6 parties, donc laissez-vous guider. Aujourd'hui, pas de prise de tête, zéro calcul contrairement à d'habitude, tout va bien se passer. C'est formidable. Allez, on commence par un petit résumé. Afin de préparer au mieux ma future vie de jeune cadre dynamique, je vous ai préparé un PowerPoint rempli de statistiques pour vous faire comprendre à quel point Olive et Tom, avec du recul, c'est si vide de contenu. Parce que oui, l'animé comporte certes 128 épisodes, mais faut savoir que sur ces 128 épisodes, il y en a 81 qui correspondent juste à des matchs de la New Team. Pour info, dans le même temps, tu peux regarder 21 vrais matchs de foot. En résumé, c'est long à regarder. Très long. Et c'est un mec qui les a tous retéma en vitesse x2 qui vous dit ça. Bref, la conséquence de ce vide, c'est que ces 128 épisodes de 24 minutes, soit ces 51 heures de contenu, je peux vous les résumer en détail en moins de 5 minutes. Bon, à la base, je voulais mettre le résumé dans cette vidéo, mais ça la rendait vraiment trop longue. De toute façon, en vrai, c'est pas nécessaire de connaître vraiment l'histoire pour bien comprendre la vidéo que vous êtes en train de regarder. Fin de la parenthèse, on peut retourner à Olive et Tom. Et la première chose que j'aimerais faire remarquer, c'est le nom de l'animé en VF. Parce que quitte à changer par rapport à Captain Tsubasa en VO, j'aurais plutôt penché pour Olive et Mark comme nom plutôt qu'Olive et Tom. Et oui, en vrai, les deux protagonistes principaux de la série, c'est bien eux, Olivier Hatton et Mark Landers. Alors Minus, t'es venu prendre la raclée du siècle ou t'espères encore? Cause toujours, tu m'intéresses beaucoup. Oui, Olive et Tom, c'est avant tout la rivalité entre deux personnages. Je m'appelle Olivier Hatton. Moi, Mark Landers. Faut bien comprendre que Olivier contre Mark, c'est une véritable rivalité. C'est un peu comme Messi contre Ronaldo, comme les Jedi contre les Sith. Enfin, c'est le good guy contre le bad guy, quoi. Ouais, on a affaire à une opposition entre deux personnages qui incarnent deux philosophies bien différentes. Et comment les résumer, ces deux philosophies? Eh bah, voyons ça. Comme Olivier Hatton, la balle au pied sur le chemin de l'école. Donc si tu veux être un Olivier Hatton, c'est très simple, voici ce qu'il faut faire. Il faut toujours être là pour aider tes potes, même quand ils viennent de marquer un but contre leur camp. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. C'est rien. Il faut toujours prôner le positif. C'est fantastique de marquer avec un ami. Il faut encourager et féliciter tes coéquipiers. C'est formidable ce que tu viens de faire.
Il faut faire ce type d'échauffement. Il faut être loyal et fair play. Je jure solennellement de me comporter sportivement et loyalement, de respecter les règles du jeu comme celles du fair play. Et surtout, il faut vouer un véritable culte au ballon, puisqu'il a toujours été et sera toujours ton meilleur ami. Pensez à lui comme à votre meilleur copain. C'est exactement ce que je crois. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Je ne dois pas oublier que le ballon est mon meilleur ami. N'hésite donc pas à parler à ton ami le ballon, il est là pour t'écouter. T'es prêt? On met le paquet maintenant. Et n'oublie jamais que malgré les apparences, il ne te veut aucun mal. Aton s'interpose et arrête la balle. En plein dans la figure. Ah, le ballon est mon meilleur ami. Je n'en ai pas peur, il ne peut pas me faire de mal. Donc la faute la plus grave que tu puisses commettre, ce serait de le trahir. Plus grave encore, tu trahis ton ami, le ballon. C'est ton meilleur ami, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Tu trahis ton meilleur ami, le ballon. Mon précieux, mon trésor. Ainsi, pour le respecter comme il se doit et adopter cette doctrine, tu devras toujours le garder avec toi, que ce soit quand tu te promènes dans la rue, quand tu fais de l'athlétisme, quand tu vas à l'école, et même quand tu prends le train, réserve-lui un billet. Certains iront même plus loin dans ce culte voué au ballon et dépasseront la barrière de l'amitié. Au foot, la technique n'est pas tout. Il faut aussi y mettre du sentiment. Vous devez penser au ballon comme si c'était votre petit ami. Notre petit ami. Vous êtes encore trop jeune, mon exemple est mal choisi. Ça y est, je pense que là, t'as les cartes en main pour adopter la philosophie de Olivier Hatton. Il est temps de passer à celle de Mark Landers. Droit au but comme Mark Landers. Déjà, si tu veux être Mark Landers, faut que tu te la racontes, obligé. Je suis meilleur qu'Olivier Hatton, moi. Tout le monde sait que je suis le joueur numéro 1. Je suis le capitaine de l'équipe qui a gagné le match. J'ai grandi à Vigneux, c'est encore un, je sais plus beaucoup de rebeux, je suis sérieux, j'ai tous mes cheveux, j'ai une tête de latino, petit front, petit sourcil, petit nez, beaux yeux, le charme. Mais y a pas que ça, la philosophie Mark Landers, c'est surtout la victoire à tout prix. Le reste, on s'en fout. Je jure solennellement de gagner ce championnat par tous les moyens possibles. Oui, Landers, lui, c'est un vrai bonhomme. Il pratique pas le football de nénette. Il nous apprendra rien du tout, ça c'est du football de nénette. Oh, Marc, mais pourquoi? Oh, capitaine. Suivez ses conseils et vous échangerez vos crampons contre des ballerines. Et ouais, des ballerines, un truc de fille, la honte. Pas question de jouer en défense, c'est bon pour les filles. Ok, tu l'as cerné, on a affaire à un véritable gangster. Mais alors, comment faut-il jouer selon lui? Eh bien, heureusement, pas besoin de payer un prophète 200 balles pour une formation en ligne. Sa méthode, Landers, il nous la divulgue lui-même, bien gentiment, dans ce tutoriel. Regardez, ça c'est du vrai foot. Allez, essayez de m'arrêter. C'est comme ça qu'on joue au foot et pas autrement. Fonce dans le tas, ça passe ou ça casse, c'est pas de la danse. Pas de dribble en zigzag, foncez en ligne droite, vous marquerez bien plus rapidement. Voilà pour ce tuto de la méthode Landers qui au final est plutôt simple puisqu'elle consiste à aller tout droit en dégommant tout sur ton passage pour finir par tirer au but. Vous avez compris la leçon? Mais bon, sous cette carapace et ces airs qu'il se donne se cache un grand cœur, celui d'un homme qui pense aux siens et qui fait avant tout ça pour eux. Je dois y arriver. Je le ferai pour remercier tous mes amis. Parce que son tempérament de battant a réellement une origine profonde. La cause de tout ça, c'est la mort de son père. Hein, c'est vrai? Depuis qu'il est décédé, sa famille n'a plus beaucoup de ressources. Ah bon? Et oui, Mark Landers ne peut pas avoir la naïveté d'Olivier. Lui, il se doit de faire face à ses responsabilités. Il se doit de faire vivre sa famille. Il se doit de tenir son petit boulot de facteur après les entraînements. Il se doit de livrer à vélo des caisses de bière pour survivre. Et ce, peu importe le temps qu'il fait dehors. Ça alors. Donc maintenant qu'on me parle pas d'égalité des chances, tout le monde a juste pas la chance de Monsieur Olivier Hatton. Ok, j'arrête ma philosophie de comptoir, donc si vous en voulez plus, allez juste voir mes vidéos sur Rick et Morty, qui sont ultra philosophiques. Voilà, on en a fini avec cette dualité Hatton-Landers, qui en vrai ne sont pas si différents que ça, tant ils prônent l'un comme l'autre le dépassement de soi. Olivier. Oui, Marc? Toutes mes félicitations, Olivier. Et oui, nos deux champions finiront même par se réconcilier. Yes, tout est bien qui finit bien, quelle belle leçon de vie, c'est trop cool. Et à l'avenir, je vais changer de comportement sur le terrain. Et ça grâce à Olivier. En fait, Landers et Hatton, c'est un peu Messi et Ronaldo. Genre même si t'as une préférence, tu peux pas en détester un, tant tous les deux, ils ont rendu ce sport plus beau. Waouh. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais cette coïncidence est troublante. Même le créateur du manga, Yoichi Takahashi, l'a souligné en 2016. Et encore, depuis, Ronaldo a bougé à la Juventus de Turin. Or, il joue pour quel club Landers et Hatton dans Olivier Tom le Retour, la suite de Olivier Tom sorti en 2002 ? Mark Landers finit par jouer pour la Juventus de Turin et Olivier Hatton pour le FC Barcelone. Comme par hasard. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref, même si souvent c'est nos préférés, Olive et Mark ne sont pas les seuls personnages de la série, loin de là, puisqu'il y en a encore plein d'autres de ces personnages japonais portant un nom américain.
Oui, dans Olive et Tom, il y a plein d'équipes. Il y a les T, les M, les H, les N, les N, les A, les F, les S. C'est le S enculé. Et là, normalement, si Olive et Tom t'a matrixé quand t'étais petit, tous les noms et les personnages dont je vais te parler devraient te rappeler quelque chose. À commencer par Danny Mello, le sidekick de Mark Landers, 3 ans de moins que tous les autres, et pourtant toujours là pour casser des reins quand Mark Landers avait une baisse de forme. Danny Mello toujours seul, il dribble un défenseur, il continue, il en dribble un autre, quelle rapidité d'action, et encore un autre. Petit pont, il se va, olé. Mais Olivier aussi avait son sidekick, l'incroyable Ben Baker. Je m'appelle Ben Baker. Un petit prodige qui nouera ce genre de complicité avec son capitaine au fil du temps. Ensuite, comment ne pas parler des gardiens, avec déjà côté Muppet, le mystérieux Ed Warner. Et côté New Team, bien évidemment, Thomas Price, le Tom de Olive et Tom, aka le joueur qui se blesse à l'épisode 12, qu'on revoit juste le temps d'un match à l'épisode 40 et qui finit par déménager en Allemagne. Je vais essayer d'être sur pied le plus vite possible pour revenir prendre ma place dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier, ça va pas? Tu n'as pas l'air très convaincu. Et enfin, comment ne pas parler de Bruce Harper, qui bien qu'il soit habitué à cirer le banc de touche, est tout de même capable de ce genre de prouesse sur le terrain. Oh, mais c'est pas possible! Ok, ce tacle envers Bruce était un peu gratuit, mais c'est pas que ça Bruce Harper, c'est avant tout un véritable frère capable de se sacrifier de la sorte pour sauver son équipe. C'est incroyable! Harper s'est volontairement interposé entre la balle et les buts! Bref, on a assez vu ces deux équipes, voyons un peu les autres, parce que même si globalement elles sont pas développées, il y a quand même une règle à respecter pour les équipes secondaires. C'est que t'as toujours un joueur, un seul, qui a une vraie identité et qui est mis en avant pour représenter toute son équipe. Pour la Mambo, t'as bien entendu Julian Ross, le japonais avec l'accent hispanique à peine exagéré. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de toi, Olivier. Bien connu pour ses nombreuses groupies qui regardent tous ses matchs. Après, le pauvre, il fait quand même 3 arrêts cardiaques à chaque match qu'il joue, ce qui d'ailleurs le contraindra d'arrêter le football. Ensuite, pour la Norfolk, on retrouve évidemment Theo Sellers, le gardien de but qui semble avoir 30 ans et qui passe son temps à insulter les autres joueurs avec des noms d'insectes. Alors, la fourmi. Encore ce moustique. Sale petit moucheron de malheur qui approche puceron. Je déteste ces moucherons. Salut les fourmis, à bientôt. Je pense qu'il a été traumatisé par des fourmis ou autres sauterelles pendant son enfance, vraiment. Alors, arrêtez-le, marchez dessus, piétinez-le, si vous voulez, mais qu'il avance pas. Puis pour la hot dog, on retrouve bien entendu les jumeaux Jason et James Derrick, qui sont un peu les équivalents des frères techno de foot de rue pour Olive et Tom. Deux frères largement reconnus pour leur technique toujours plus improbable, mais somme toute plutôt efficace apparemment. D'ailleurs, maintenant qu'on a vu tous ces personnages, petit tips rien que pour vous. Comment savoir si un personnage est important ou pas dans l'animé ? En utilisant le théorème des yeux. Oui, si ton personnage est important, ses yeux auront été un minimum coloriés. Sinon, pas de budget et ses yeux c'est juste des points ou des traits. Exemple, ces personnages ne sont pas importants. Bon, ces 3 personnages sont importants, évidemment, mais en revanche, ces 3-là, rien à foutre. La New Team, tous importants, évidemment. Par contre, la hot dog, Osef, bien sûr. Dans le public des stades, que des randoms, logique. Attends, quoi ? Ok, donc pour en finir avec l'analyse des personnages, je vais vous présenter mon équipe type Olive et Tom, parce que c'est pas pour me la raconter, mais je suis un peu un expert en termes de football. Le foot! Oui, moi en 2013, j'étais déjà en train de percer avec cet incroyable top 20 des buts de Zidane monté en 144p sur Movie Maker. Quelle époque! Ça, c'est carrément incroyable. C'est bon, je pense que maintenant, dans la tête de tout le monde, je suis assez légitime pour donner mon avis de fin tacticien et vous présenter mon équipe type. Du coup, si ça joue en 7 contre 7, on part sur Ed Warner dans la cage, Jason et James Derrick sur les ailes, Ben Baker et Philippe Callahan dans l'axe, et on opte évidemment pour une attaque Olivier Hatton, Mark Landers, sans oublier bien sûr Bruce Harper sur le banc. Oh, ça, je connais. Et ouais, mon équipe a pas de défenseur, mais bon, pas grave, car comme on le sait très bien... Pas question de jouer en défense, c'est bon pour les filles. Non, plus sérieusement, pourquoi vouloir des défenseurs quand tu peux avoir que des attaquants avec ce genre de frappe ? Yes, il est temps de parler des frappes dans Olive et Tom. Je pourrais vous parler du ballon qui subit ses meilleures déformations après chaque frappe, ou encore du bruit qu'il fait qui ressemble très fortement à un Airbus au décollage. Et tout ça pour que le ballon finisse à chaque fois par agresser le gardien adverse en le faisant reculer de 10 mètres simplement pour encaisser le coup. Enfin, à propos des tirs, il y a surtout un délire qui défie toutes les lois de la physique qu'on se doit de passer en revue, c'est les tirs spéciaux. Oui, pour ça, on est presque au level des tirs dans Shaolin Soccer.
Alors Shaolin Soccer, si tu connais pas, c'est un véritable délire. C'est un film hongkongais sorti en 2001 où t'as des moines Shaolin qui montent ensemble une équipe de foot et qui enchaînent encore plus de dingueries que dans Olive et Tom. Ça, c'est carrément incroyable. Mais bref, il n'y a pas que les moines Shaolin qui ont leurs coups spéciaux, il y a aussi les joueurs de Olive et Tom. J'ai donc répertorié pour vous plusieurs techniques ancestrales qu'on va se remémorer ensemble dans un petit top 10. En 5, on est sur le tir en triangle, la stratégie employée par les frères d'Eric qui consiste en gros à prendre appui sur un poteau pour te propulser afin de faire la passe à ton frérot qui attend la balle bien sagement dans la surface. En 4, l'incontournable tir de la feuille morte d'Olivier Hatton et le non moins incontournable tir du tigre de Mark Landers. C'est carré. En 3, sur la dernière marche du podium, faites place au double tir, la fameuse technique qui consiste à tirer à deux dans le ballon pour 2 fois plus de puissance bien sûr. En 2, je place l'autre botte secrète des frères d'Eric, la catapulte infernale. Une technique assez réfléchie qui consiste à se faire glisser sur le dos sur plusieurs mètres dans le but de propulser un coéquipier en avant ou en hauteur afin de lui permettre de marquer de la tête. Ouais, rien que ça. Je suis de 143. Et enfin, en top 1, on retrouve une pépite de Mark Landers, la fameuse propulsion sur le pied d'un coéquipier enchaînée d'un salto vrillé qui finit par une retournée acrobatique effectuée en salto arrière. A few moments later. Ça y est, Lato a réussi à égaliser grâce à ce tir époustouflant de Mark Landers. T'es choqué. D'ailleurs, il y a des japonais qui sont allés loin dans le délire et qui ont reproduit ces frappes mythiques dans la vraie vie. Plutôt cool. Bon, voilà pour les frappes, mais il n'y a pas que l'attaque dans Olive et Tom. La défense tient quand même, elle aussi, un rôle important. Bien sûr, dans Olive et Tom, la défense se fait toujours dans le respect des lois de la physique. Que ce soit au niveau des gardiens qui font des plongeons tout à fait raisonnables, que ce soit au niveau des sauts faits par les joueurs pour récupérer le ballon en l'air, rien d'anormal, que ce soit au niveau du placement des joueurs sur le terrain, hyper logique, ou encore que ce soit au niveau des personnages, qui à aucun moment n'ont des comportements irréalistes. Mais surtout, comment parler de la défense dans Olive et Tom sans parler des tacles? De ce genre de tacle où après avoir glissé sur plus de 10 mètres, tu viens découper sauvagement ton adversaire. Bon, parfois ça arrive de rater l'adversaire en l'occurrence, mais... Non vraiment ça va pas, ils sont trop violents pour des gamins de 10 ans. Et on va pas se le cacher, sur le champ de bataille que représente le terrain, il y a pas que les règles de la physique qui sont pas respectées, il y a aussi les règles du football bien entendu. Parce que Olive et Tom, malgré ses morales toutes mignonnes, on peut en faire quelque chose d'ultra violent grâce à la magie du montage. Forcément, avec une telle violence, c'est pas rare de voir des joueurs qui perdent la moitié de leur sang sur le terrain, mais qui peuvent quand même continuer à jouer grâce au pouvoir de l'amitié et à l'amour du ballon. En diguant bien, j'ai même pu retrouver le pire abus dans la série au niveau des blessures, qu'on retrouve avec le personnage de Thomas Price qui va voir un médecin peut-être légèrement trop laxiste. Si tu continues comme ça, à forcer sur cette jambe gauche, les conséquences seraient très graves. Ce n'est pas un docteur qui va me donner des ordres. Je suis pas médecin, hein, mais il y a au moins 5 fractures sur ce tibia, donc évidemment que tu vas pas jouer Thomas. Bon après, je suis pas fermier, hein, mais ceci me semble clairement pas être une bonne idée pour boire du lait. Je suis pas chauffeur de poids lourd, hein, mais ce camion qui transporte les supporters me semble quand même clairement aller à contresens. Ma chérie, tu as un contresens. Ok, je vais m'arrêter là. De toute façon, je pense qu'on a fait un bon tour de l'animé et on commence à comprendre pourquoi il est si culte. C'est donc l'heure de la conclusion. Avant la dernière partie de la vidéo et la conclusion, je vais faire mon gratteur dès maintenant. Donc déjà bien sûr, si t'as aimé... Ensuite, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche à la chaîne, surtout qu'en cette fin d'année, je suis plus actif que ce que j'ai jamais été, parce que j'ai plus que jamais le temps de charbonner sur ce projet YouTube, donc c'est cool. Puis si vous voulez m'aider à améliorer mes contenus, j'ai un Utip où vous pouvez aller. Et enfin, n'hésitez pas à checker mon Instagram, faut vraiment faire péter au moins les 5K là. Merci pour tout, retour à Olive et Tom. Qu'est-ce qui fait au final que ce dessin animé est si culte ?
Bah je pense que ce qui a rendu Olive et Tom culte et ce qui lui a fait traverser le temps, c'est justement tout ce qu'on a vu aujourd'hui. À savoir cet univers si unique avec tant de particularités qui lui sont propres. Ces gamins de 10 ans qui se battent jusqu'à la mort sur un terrain. Ces matchs de poussins retransmis en direct à la télévision et réunissant autant de supporters qu'un match de Champions League. Ces poker face et ces têtes sous le choc à la moindre petite action. Ces joueurs qui communiquent par télépathie. Alors Aton, qu'est-ce que t'attends? Sois patient, Thomas Price. Ou encore tous ces flashbacks qu'ils ont pendant qu'ils remontent le terrain. Numbers m'arrive dessus avec toute sa force et sa puissance. Mais au-delà de tout ça, il y a surtout ce truc dont j'ai pas parlé jusqu'ici, bien que ce soit le premier truc auquel on pense tous à chaque fois qu'on parle d'Olive et Tom. Yes, je parle bien sûr de ce terrain qui fait plusieurs dizaines de kilomètres. Non sérieusement, j'imagine même pas la distance qu'ils doivent parcourir pour arriver au bout du terrain quoi. Ah bah si, en fait c'est exactement ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo, à savoir calculer la taille du terrain dans Olive et Tom grâce à 3 méthodes différentes. Ouais, j'ai que ça à foutre, je suis confiné, je suis au chômage et on se dit donc à très vite parce qu'après m'être intéressé à ceux qui existent de plus petits, je vais m'intéresser à ceux qui existent de plus grands. Et Gotabor out.